Coucou, bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est avec un plaisir que je vous retrouve cette semaine. On va parler de finances, de spirale de l'endettement, d'argent dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va lancer. Je vous laisse avec le générique. Revenu juste après le générique, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, en tant que nouvel immigrant arrivé au Canada, on fait souvent des erreurs et beaucoup d'entre nous ont plus ou moins fait les mêmes erreurs. Et donc, si toi aujourd'hui tu me regardes et que tu veux éviter de tomber dans les mêmes pièges dans lesquels nous, peut-être moi ici, je suis tombée quand je suis arrivée, ben, je t'invite à rester tout à la fin de la vidéo. Donc, un des premiers pièges en tant que nouvel immigrant arrivé au Canada qui ne maîtrise pas toujours tous les tenants et les aboutissants, c'est la carte de crédit dans l'utilisation malsaine de la carte de crédit. Je m'explique. Quand vous allez arriver au Canada en tant que nouvel immigrant, généralement, vous allez vouloir ouvrir un ou des comptes bancaires dans une ou des institutions financières. Et quand on vient du Cameroun ou de l'Afrique, comme moi qui suis arrivée ici quand j'avais 23 ans, on n'a pas toujours une bonne lecture ou une bonne éducation sur les produits de crédit tels que les cartes de crédit. Vu qu'on n'en utilise pas au Cameroun, on fonctionne majoritairement avec de l'argent en espèces ou des porte-monnaies mobiles et encore. Ou alors, certains ont une certaine éducation mais ne maîtrisent pas toujours tous les tenants et les aboutissants de ces produits-là. Donc, un des premiers pièges en tant que nouvel immigrant dans lesquels on tombe ici, c'est vraiment l'utilisation malsaine de la carte de crédit, parce que certaines institutions financières, quand vous allez aller pour ouvrir des comptes de banque, elles vont vous proposer des cartes de crédit. Et quand tu es quelqu'un comme moi qui n'a pas souvent eu une éducation financière sur la carte de crédit avant d'arriver, des fois tu n'écoutes pas tout ou des fois tu évites de lire les petites lignes qu'il y aura dans le contrat qu'on va t'envoyer quand tu vas recevoir ta carte de crédit. Donc, à savoir les taux d'intérêt. Généralement, ces taux d'intérêt-là sont entre 15% pour les achats et souvent c'est 20 ou 21% si tu veux faire des retraits d'argent sur la carte de crédit. Tu as ce qu'on appelle les versements minimums, tu as ce qu'on appelle la période de 30 jours pour pouvoir rembourser sans que les intérêts commencent à embarquer et tout. Et donc, c'est beaucoup d'événements, d'éléments que des fois on ne comprend pas et on évite de poser les questions de peur de paraître con, souvent. Et donc, généralement aussi dans mon cas, vous allez avoir des personnes qui étaient comme moi, que quand on te dit que c'est la carte de crédit, tu penses que c'est de l'argent qui t'appartient et tu veux dépenser plus que tu ne peux rembourser. Par exemple, mettons que tu prends une carte de crédit, on te donne une carte de crédit qui a une limite de 3 000 $ et justement tu sais qu'il y a un 3 000 $ que tu peux utiliser, ben, tu commences à faire des dépenses qui dépassent généralement souvent la limite ou tu commences à faire des dépenses pour lesquelles tu n'as pas l'argent de suite pour rembourser. La carte de crédit, c'est bien dans le sens où si par exemple tu utilises 300 $ sur la carte de crédit, que tu as le 300 $ là déjà en fait. Donc tu peux aller faire tes courses d'épicerie. Tu sais que ça va te coûter 300 $, tu décides de payer ça avec ta carte de crédit parce que tu as déjà le 300 $ dans ton compte et tu vas directement rembourser la carte de crédit sans attendre le délai et avec les intérêts commencent à embarquer. Donc ça, c'est une bonne façon d'utiliser sa carte de crédit. Donc comme moi je suis arrivée ici, je n'avais pas cette éducation là. Donc du coup, je dépensais. Mettons, au début, j'ai commencé par des petites sommes que j'étais capable de rembourser. Après, je me suis dit, ah, mais c'est donc ben cool cette affaire-là. Et j'ai commencé à dépenser, des fois faire des dépenses que je n'avais pas besoin de faire. J'ai commencé à acheter des billets d'avion par ici. J'achète un billet d'avion à 1500, sachant que je n'ai pas encore le 1500 direct là de suite pour le rembourser. Et donc, je commence à faire les remboursements minimum. Et les intérêts commencent à s'accumuler. Et je commence à payer les intérêts cumulés, les intérêts cumulés. Donc, une bonne façon d'utiliser la carte de crédit, c'est ne dépense pas plus que tu ne peux pas rembourser et ne dépense pas ce que tu n'as pas déjà. Donc, si tu sais que tu veux faire une dépense de 150 $ sur la carte de crédit, c'est parce que tu as déjà le 150 $ qui dort dans ton compte chèque. Donc, une fois que tu utilises la carte de crédit, tu rembourses.
si tu n'as pas l'argent, ne dépense pas plus que tu ne peux pas rembourser. C'est vraiment important. Ne pars pas faire les dépenses de 3 000 alors que tu n'as pas déjà le 3 000 que tu peux rembourser. Fais les dépenses que tu peux faire. Comme on dit en Afrique, accroche ton sac où tu peux décrocher. Donc ça, c'est le premier piège à éviter. C'est la même chose pour les autres produits de crédit comme les marges de crédit étudiants, les marges de crédit normales. La marge de crédit, c'est un crédit qui figure à ton bureau de crédit. Donc, si tu prends une marge de crédit de 5 000 $, tu as un 5 000 $ qui apparaît comme dans ton bureau de crédit. Donc, le crédit, c'est que, ok, Alexandra a 5 000 $ qui pendent sur sa tête, qui est un crédit qu'on lui a accordé. Si tu utilises ta marge de crédit, utilise les montants que tu peux rembourser aussi, comme la carte de crédit. Donc, si tu vas utiliser 50 $ sur ta marge de crédit pour régler une urgence, c'est parce que tu as le 50 $ là qui est déjà là pour pouvoir le rembourser. Le crédit, c'est bien parce que ça te permet de bâtir ton historique de crédit qui va te permettre plus tard, par exemple, de prendre un prêt automobile, de prendre un prêt hypothécaire pour l'achat d'une maison ou un autre prêt, je ne sais pas moi. Donc, du coup, c'est bien pour bâtir ta cote de crédit, mais si tu n'es pas éduqué, tu peux aussi la bousiller et devenir un mauvais payeur, un mauvais créditeur, et donc ça peut complètement foirer ton bureau de crédit. Vraiment ça. Puis ensuite, donc la deuxième erreur que j'ai faite toujours en restant avec le crédit, c'est que comme j'avais deux banques, donc mon premier compte de banque était avec la banque RBC, j'ai ouvert un deuxième compte avec la banque de Montréal. Les deux banques m'ont donc proposé des cartes de crédit. La RBC m'avait proposé une carte de crédit avec une limite de 1500 et la banque de Montréal m'a proposé une première limite à 3500. Et donc je me retrouve donc à 23 ans avec deux cartes de crédit et donc une ligne de crédit sur ma tête de 1500 plus 3500, ça faisait 5000. Les deux. Et au départ, je n'utilisais pas les cartes parce que comme je ne comprenais pas trop comment ça marchait, puis petit à petit, j'ai commencé à faire un peu des petits achats de 50 $. Je remboursais le 50 parce que j'avais le 50, des petits achats. Puis après, la petite vient en mangeant. Tu montes un peu 100, 200. Après, tu commences à dépenser plus que tu ne peux rembourser. Et donc, je commence à faire les remboursements minimum. Je commence à accumuler les intérêts. Je commence à accumuler les intérêts. Après, je commence à rajouter des billets d'avion sur la limite que BMO m'avait donnée. Il m'augmente même la limite, il me passe de 3500 à 5000. Je commence à acheter des billets d'avion. Oh, j'achète des billets d'avion sans avoir mis de l'argent de côté avant pour rembourser ces billets. En fait, comment il faut que tu fonctionnes, c'est que, ok, je veux me payer un billet d'avion à 1500 $. Ben, commence déjà à avoir le 1500 $. Économise, épargne, fais des tontines, tu as le 1500 $. Comme ça, aussitôt que tu achètes avec la carte de crédit, tu fais seulement pivoter l'argent. C'est donc cette partie-là qui me manquait. Donc j'ai commencé à acheter des billets d'avion, j'achetais, je n'avais pas le capital pour rembourser, je faisais les paiements minimum, je faisais donc monter les intérêts cumulés et je me suis retrouvée très vite dépassée, si bien que après, quand il a fallu qu'il y ait souvent de l'espace sur la carte pour faire autre chose, tu vois, j'étais un peu asphyxiée, donc du coup il fallait que j'ai cet argent en cash parce que je ne pouvais pas non plus me permettre de dépasser la limite de ma carte. Tu ne peux pas avoir 5000 de limite, tu as déjà utilisé 5000 et tu rajoutes encore de la dette dessus, tu vois. C'est vraiment ça qu'il faut éviter de faire. Donc, ne pas emprunter plus que... Ne pas dépenser sur la carte plus que vous ne pouvez rembourser et ne pas dépenser l'argent sur la carte que vous n'avez pas pour directement le rembourser. Je ne sais pas si ça fait du sens, comment je suis en train de l'expliquer. Maintenant, les bonnes pratiques de dette à avoir, bon, ce que moi j'appelle comme des bonnes dettes, vraiment ce que j'appelle comme la bonne dette, c'est la dette que vous avez avec un emprunt hypothécaire par exemple, parce que vous avez voulu acheter une maison et on parle souvent des achats de 300 000, 400 000, dépendamment du montant de la maison, tu vois, tu as un prêt avec la banque. Donc ça c'est un bon emprunt. Comme je me dis, à plutôt prendre un prêt pour acheter la maison et encore à petite dose un prêt auto. À petite dose pourquoi? Parce que si tu es dans une ville comme Montréal, tu es dans une grande métropole où tu as les transports en commun à côté, tu as le métro, tu as le tram, tu as le bus. Je ne trouve pas ça vraiment nécessaire de prendre une auto, surtout si tu travailles à proximité de ces nécessités-là et que tu habites à proximité de ça. Maintenant, si tu vas dans les petits villages, les petites villes comme les Nouveau, tu ne viens pas à Ottawa, où il n'y a pas, je ne sais même pas si à Ottawa il y a le métro, je pense qu'ils n'ont que le bus. Et il y a des coins où Saint-Isidore, par exemple, ici, là, je pense même qu'ils n'ont même pas le bus.
tout le monde doit avoir la voiture pour pouvoir aller travailler. Quand tu habites dans les coins comme ça, ok, je comprends totalement. Prendre un prêt automobile, c'est une nécessité. Parce que le bus ne vient même pas là-bas pour dire qu'il y a même le bus. Tout le monde qui habite là-bas doit avoir la voiture seulement pour pouvoir se déplacer. Parce que les enfants qui vont à l'école, c'est souvent le bus scolaire qui vient les prendre et les déposer. Donc, si ton enfant ne fréquente même pas dans le coin, que tu dois l'amener dans une autre ville pour aller à l'école, ça prend l'auto. Donc ça, c'est un prêt nécessaire à ce moment-là. Mais si tu es à Montréal, tu habites dans un coin où à 2 coins de rue, il y a l'arrêt de bus. Tu prends le bus, ça t'amène au métro. Tu travailles où il n'y a pas trop le métro loin et il y a le bus. Je ne vois pas la nécessité de prendre la voiture. Certains prennent les voitures, les prêts auto parce qu'ils veulent montrer que bon, ça fait quand même 10 ans que je suis au Canada, hein, on doit me prendre au sérieux, je suis déjà arrivé. Vraiment, la voiture, c'est comme l'argent pour moi dans la vie, c'est un serviteur, ce n'est pas un maître. Vous ne devez pas prendre des choses qui vont vous rendre esclave, mais qui doivent vous servir. Si tu as pris la voiture parce que ça te sert, ta femme travaille à X, toi tu travailles à Y, les enfants vont à l'école à W, ok. Mais si dans votre vie, la voiture n'est pas une nécessité. Sachez qu'ici, il y a des blancs qui n'ont pas de voiture. Ils font tout avec le transport en commun. Bus, métro. Donc, ce n'est pas une source de réussite de montrer que oui, tu as la voiture. Ou tu te dis que non, ça ne me ressemble plus. Genre, machin. Quand on vient d'arriver quelque part, on s'assoit d'abord. On prend la température. On voit ce qui est nécessaire de faire, ce qui n'est pas nécessaire. Quand on vient d'arriver, si on vient d'arriver au Canada, on n'achète pas la voiture, on ne prend pas le prêt auto dans un mois. Honnêtement, surtout si on vit dans une grande ville comme Montréal, Toronto. Encore, je m'explique. Et encore, même si on vit dans une grande ville, même si on vit dans un petit village, comme le temps que tu prennes tes marques, non, que tu saches que okay, mon salaire, j'ai un travail, je gagne ceci, j'ai les charges de ceci, je dépense ceci, voici ce qui me reste pour vivre. Est-ce que j'ai la capacité de prendre un prêt auto que je dois rembourser aux 2 semaines? Comme on prend un temps pour se poser et voir mieux comment évoluer. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si c'est clair, comment je l'ai dit. Quelqu'un m'a ramassé hier dans mes shorts et je lui ai dit d'attendre que la vidéo d'aujourd'hui sorte pour voir effectivement quel est le conseil que j'allais donner. Parce que oui, tous ces outils-là vous permettent de bâtir votre historique de crédit pour quand vous allez vouloir faire de plus grandes choses. Mais il faut bien bâtir son historique de crédit. Il faut avoir des bonnes habitudes pour ne pas que votre historique de crédit soit foqué. Donc, je vous laisse là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une vidéo, vous êtes tout de suite avisé. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo.